a cessé de découper la volaille, posé le couteau avec une précision chirurgicale et prononcé ces mots, j'ai failli rire parce que l'enveloppe que ma mère m'avait glissée une heure plus tôt contenait un chèque de 200 €. Je m'appelle Julien Mercier. J'ai 31 ans et je traque les voleurs numériques pour gagner ma vie. Je suis analyste en cybersécurité pour Sentinel Tech à Lyon. J'ai suivi des fraudes aux crypto-monnaies dans 17 pays, aidé la police judiciaire à récupérer 4,2 millions d'euros de rançon logicielle et témoigné devant le tribunal correctionnel à 4 reprises. Je sais comment suivre l'argent dans les recoins les plus sombres d'Internet. Il s'avère que le plus grand vol de ma carrière se déroulait à la table de Noël de ma propre famille. 3 jours avant les fêtes, ma sœur Elodie m'a appelé. J'étais dans mon appartement, 3 écrans illuminés de code, en train de pister une opération d'hameçonnage basée en Estonie. Sa voix avait cette clarté particulière qui me rendait toujours méfiant. Le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose mais faisait semblant que non. « Et, Juju, a-t-elle dit. Personne ne m'appelle Juju à part elle. Écoute, pour le repas de Noël. Peut-être que tu devrais passer ton tour cette année. » J'ai mis ma recherche en pause. Pourquoi? Grand-père est très fatigué ces derniers temps. Le médecin a dit qu'il ne devait pas avoir trop d'émotions. Tu sais comment il est quand tu viens. Il veut rester éveillé à discuter, te montrer ses vieilles cartes, raconter ses histoires sur la guerre d'Algérie. Elle a ri, mais ça sonnait faux. On pense faire un truc calme, juste la famille locale. Je vis à Lyon. Ma famille est à Versailles, dans les Yvelines. Environ 500 km d'une distance très pratique. Depuis quand grand-père veut du calme, ai-je demandé. Depuis qu'il a eu 87 ans et que son cardiologue a dit à maman qu'il devait réduire le stress. Cette partie pouvait être vraie. Grand-père Henri de Montmirail, vétéran décoré, ingénieur des ponts et chaussées à la retraite, la seule personne de ma famille qui m'avait jamais vraiment écouté, ralentissait certes, mais demandait que je rate Noël? Ça ne collait pas. Aussi, a continué Elodie, tu devrais probablement économiser l'argent du train ou de l'essence. Je sais que le consulting paie bien, mais les allers-retours depuis Lyon ne sont pas donnés. Voilà. Elodie ne s'était jamais, en 33 ans, inquiétée de mes finances. Elle m'avait emprunté 3 000 € en 2019 pour une opportunité d'affaires qui s'est avérée être une arnaque pyramidale de vente multiniveau. Elle ne m'a jamais remboursé. Quand je lui en ai parlé 6 mois plus tard, elle m'a dit que j'étais mesquin pour une histoire d'argent entre frères et sœurs. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Super. Je t'aime. Bisous. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assis un long moment à fixer mes écrans. Quelque chose clochait. Cette conversation avait le même rythme que les emails de phishing que j'analysais. Tous les bons mots, mais le code sous-jacent était malveillant. J'ai ouvert mon application bancaire et vérifié le compte joint que grand-père avait ouvert pour moi à mes 18 ans. Il l'avait approvisionné avec 5 000 €. Il m'avait dit que c'était pour les urgences. Tu es intelligent avec l'argent, Julien, avait-il dit. C'est juste au cas où tu aurais besoin d'un coussin de sécurité. Je l'avais utilisé une fois pendant ma licence quand mon ordinateur portable a rendu l'âme 2 jours avant les partiels. J'avais tout remboursé en 6 mois. Depuis, je n'y avais pas touché. Le solde affichait 2 347 €. Ça semblait correct. Les 5 000 originaux moins le prêt de l'ordinateur plus 13 ans d'intérêt minime, mais quelque chose m'a poussé à cliquer sur l'historique complet des transactions. Mon estomac s'est noué. 14 août 2024. Virement entrant, 500 000 €. Libellé, pour Julien avec amour grand-père. 15 août 2024. Virement sortant 499 800 €. Destinataire, compte externe se terminant par 7392. Libellé, opportunité d'investissement. Je fixais l'écran. 500 000 €. Disparu en 24 heures. Le compte affichait actuellement 2 347 € parce que quelqu'un avait laissé juste assez pour éviter de déclencher une alerte de solde nul qui aurait pu m'envoyer une notification. Mes mains tremblaient. J'ai posé ma tasse de café avec précaution comme si elle risquait d'exploser. J'ai appelé la banque, j'ai été transféré 3 fois avant d'atteindre quelqu'un au service de prévention des fraudes. Monsieur Mercier, je vois que ce virement a été initié avec des identifiants de connexion valides et une authentification à 2 facteurs. La représentante s'appelait Patricia. Elle semblait fatiguée.
Ne reconnaissez-vous pas cette transaction? Je ne l'ai pas faite. L'adresse IP indique Versailles. Est-ce un endroit que vous visitez régulièrement? Ma famille vit là-bas, mais je n'y suis pas allé depuis juillet. Je vois. Et vous êtes certain de ne pas avoir autorisé quelqu'un à accéder à ce compte en votre nom? Absolument certain. Elle a marqué une pause. J'entendais taper au clavier. Monsieur Mercier, nous avons également un document dans le dossier. Une procuration signée par vous le 10 août accordant l'autorisation à plus de frappes. Béatrice Mercier, serait-ce votre mère? La pièce a tangué. Je n'ai jamais signé de procuration. La signature correspond à nos dossiers. Alors la signature est falsifiée. Plus de frappes. Plus longtemps cette fois. Je signale ce compte pour enquête. Vous devrez déposer une plainte officielle pour fraude. Je vous envoie un lien maintenant. Je vais aussi devoir vérifier votre identité avec plusieurs questions de sécurité. La vérification a pris 20 minutes. Au moment où j'ai raccroché, mon café était froid et l'opération de phishing estonienne que je traquais avait disparu, probablement relocalisée vers une autre ferme de serveurs. J'ai ouvert le document de procuration que la banque m'avait envoyé par email. C'était un PDF, de qualité correcte, tout le langage juridique approprié. La signature en bas ressemblait à la mienne. Le même J en boucle, le même trait vertical net sur le M, mais je savais que je ne l'avais pas signé. J'ai une habitude très spécifique quand je signe des documents légaux. J'ajoute toujours une minuscule marque diagonale dans le coin supérieur droit du bloc signature. Invisible à moins de la chercher. Une manie paranoïaque que j'avais développée après avoir vu trop de litiges contractuels dans le monde de la tech. Cette signature n'avait aucune marque. J'ai zoomé. La pression de l'encre était fausse, trop uniforme. C'était un composite numérique, probablement créé en scannant plusieurs signatures et en les assemblant. Du travail de pro, mais pas assez pro. J'ai récupéré le numéro de compte de destination du virement. Compte externe se terminant par 7392. La plupart des banques ne montrent que des numéros partiels par sécurité, mais j'avais des outils pour ça. 15 minutes de requête dans des bases de données et une utilisation créative des API financières m'ont donné le compte complet. Compte au nom de Cédric de Valmont ouvert à la BNP Paribas, agence de Versailles le 2 août 2024. J'ai cherché le nom. Profil LinkedIn, consultant en investissement, 35 ans, MBA d'HEC, fondateur de Valmont Capital Management. Photo professionnelle montrant un homme aux dents parfaites et un costume qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Et là, dans son activité récente, ravi d'annoncer mes fiançailles avec l'incroyable Élodie Mercier. À nos nouveaux débuts. Le post daté du 20 août. 6 jours après la disparition de mon argent. J'ai cliqué sur l'Instagram d'Élodie. C'était public. Elle n'avait jamais compris les paramètres de confidentialité. Le fil était une chronologie de destruction déguisée en contenu lifestyle. 16 août, photo d'une eau cristalline, sable blanc, palmier. Reset plus que nécessaire aux Maldives. Béni paradis. 18 août, coucher de soleil sur une piscine à débordement. Reconnaissante pour ce moment. 20 août, gros plan sur sa main gauche. Un diamant massif accrochant la lumière. Il a demandé, j'ai dit oui. Fiancé. Ils vécurent heureux. J'ai zoomé sur la bague. Taille émeraude. Devait faire au moins 3 carats. Anneau en platine. Estimation conservatrice, 30 000 euros. Mais 30 000 euros. J'ai fait des captures d'écran de tout, construit un dossier, commencé à cartographier la piste de l'argent avec la même précision méthodique que j'utilisais pour les enquêtes d'entreprise. 14 août, grand-père vire 500 000 euros sur le compte joint. 15 août, l'argent est transféré sur le compte de Cédric de Valmont. 16 août, Élodie poste depuis les Maldives. Dossier de vol, j'ai accès à certaines bases de données via mon travail, strictement à des fins de sécurité légitimes. Il montrait 2 billets première classe de Paris CDG à Malais, Maldives. Acheté le 14 août. Voyageurs, Élodie Mercier et Cédric de Valmont. Coût, 18 400 euros. 20 août. Annonce des fiançailles. Bague achetée chez Cartier Place Vendôme. Les relevés de cartes de crédit sont étonnamment faciles à trouver si vous savez où chercher et avez les bons identifiants.
C'était sans doute une zone grise légale. Je m'en fichais. Le schéma était clair. Élodie avait réussi à convaincre grand-père de me virer de l'argent. Elle lui a probablement dit que j'en avais besoin pour quelque chose, sachant qu'il ne refuserait jamais, puis l'a immédiatement siphonné vers le compte de son fiancé et l'a dépensé pour des vacances de luxe et une bague de fiançailles. Mais la signature de la procuration me dérangeait. Ce n'était pas le style d'Élodie. Elle était impulsive, imprudente avec l'argent, mais elle n'était pas assez sophistiquée pour falsifier des documents juridiques. J'ai ressorti le document, étudié la signature plus attentivement. Le composite numérique était bon, mais il y avait autre chose. De minuscules incohérences dans la pression du stylo, des variations microscopiques dans la densité de l'encre qui suggéraient que cela avait été pratiqué. Quelqu'un avait décalqué ma signature plusieurs fois avant de créer la version finale. Je l'ai comparée à l'écriture de maman. Elle m'avait envoyé une carte d'anniversaire l'année dernière. Je l'avais gardée parce qu'elle s'en était souvenue, ce qui était assez rare pour être notable. Les lettres majuscules correspondaient. La façon dont la barre descendante du J se courbait légèrement vers l'intérieur. L'angle spécifique de la barre sur le T. Ma mère avait falsifié ma signature. Je me suis adossé à ma chaise. De l'autre côté de ma fenêtre, Lyon s'étendait dans la lumière de l'après-midi de novembre. La circulation sur le périphérique. Les gens vivaient leur vie sans se douter que la mienne venait d'imploser. Mon téléphone a vibré. Texto d'Élodie, alors, tu ne viens définitivement pas dimanche, c'est ça? Juste pour être sûr que maman n'achète pas trop de nourriture. J'ai fixé le message pendant une minute entière. Puis j'ai tapé, en fait, j'ai changé d'avis. Je serai là. Sa réponse est arrivée vite. Vraiment? Tu es sûr? Je croyais que tu avais dit que le boulot était dingue en ce moment. Je n'avais jamais dit ça. Le travail peut attendre, ai-je tapé. La famille c'est important. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Ok, super. À dimanche. J'ai réservé un billet de TGV, emballé mon ordinateur portable, un projecteur portable que j'utilisais pour les présentations professionnelles, et imprimé chaque preuve que j'avais rassemblée. Relevé bancaire, dossier de virement, la fausse procuration, capture d'écran de l'Instagram d'Élodie, reçu de carte de crédit, dossier de vol, 47 pages au total. Je les ai mis dans un porte-documents en cuir que grand-père m'avait offert à la fin de mes études. L'ironie ne m'a pas échappé. Samedi, je suis arrivé à la gare de Lyon à Paris et j'ai loué une voiture, conduit jusqu'à Versailles sous une pluie froide qui donnait à ce mois de décembre en Île-de-France un air de fin du monde. Je me suis enregistré dans un hôtel Ibis à 15 minutes de la maison de mes parents et j'ai passé la soirée à construire une présentation. Diapositive de titre, Opportunité d'investissement familial, une étude de cas sur la fraude bancaire. Sous-titre, Comment 500 000 € sont devenus 200 €. J'ai répété le timing. 12 minutes pour la révélation complète avec des pauses stratégiques pour un impact maximal. J'avais fait des présentations devant des conseils d'administration, témoigné au tribunal, expliqué des cybercrimes complexes à des jurys. Cela aurait dû être plus facile. Ce n'était pas le cas. C'étaient des gens avec qui j'avais grandi. Ma sœur qui m'avait appris à faire du vélo. Ma mère qui m'avait conduit au club d'informatique tous les samedis pendant 3 ans. Mon père qui n'avait jamais été particulièrement impliqué, mais qui restait de la famille. Mais ils m'avaient volé. Pas juste l'argent. Ils avaient volé le cadeau de mon grand-père, sa confiance, son désir de m'aider. Et ils l'avaient fait si nonchalamment, si facilement. Dimanche matin, j'ai conduit jusqu'à chez mes parents pour 13 h. Le déjeuner était à 14 h. Maman avait texté le programme. Apéro à 13h30, dinde à 15 h, bûche à 16h30, très organisé, très contrôlé. Je me suis garé dans la rue, j'ai porté ma sacoche d'ordinateur jusqu'à l'allée. La maison ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été, une meulière bourgeoise, volet noir, le chêne dans la cour avant que j'avais escaladé enfant. Normal, innocent. Maman a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Julien, tu es là. Elle m'a tiré dans une étreinte qui semblait répéter. Je suis si contente que tu aies décidé de venir après tout. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. Elle portait son beau pull, celui en cachemire avec les boutons de nacre. Ses cheveux étaient coiffés professionnellement.
Il y avait quelque chose de fragile dans son sourire. Élodie est dans la cuisine. Cédric est là aussi. Je sais que tu ne l'as pas encore rencontré. Il est merveilleux. Tu vas l'adorer. Je l'ai suivi à l'intérieur. La maison sentait la volaille rôtie et les marrons. Grand-père était dans son fauteuil habituel près de la cheminée, lisant le Figaro avec ses lunettes perchées sur le nez. Il a levé les yeux quand je suis entré. Julien, tout son visage s'est illuminé. Voilà mon garçon. J'ai traversé la pièce, je l'ai étreint avec précaution. Il semblait plus frêle que la dernière fois. Les os plus saillants sous son gilet, mais sa poigne était toujours forte. « Comment te traite Lyon ?» a-t-il demandé. « Bien. Très bien. Je travaille sur des cas intéressants. Toujours à attraper les méchants. Toujours a-t-il souri. C'est mon petit-fils. La justice avant tout. » Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Élodie est apparue de la cuisine, Cédric traînant derrière elle comme un accessoire coûteux. Elle avait perdu du poids depuis la dernière fois que je l'avais vue. Le genre de perte de poids qui vient du stress et des jus verts, pas du sport. La bague de fiançailles accrochait la lumière, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur le mur. Juju, elle m'a étreint aussi, et j'ai senti qu'elle se raidissait légèrement quand je ne me suis pas écarté assez vite. Voici Cédric. Cédric, mon petit frère Julien. Cédric a tendu une main. Ravi de te rencontrer enfin. Élodie parle de toi tout le temps. Sa poignée de main était ferme, une poignée de main de consultant en investissement entraîné. Tout chez lui était calculé. Le sourire, le contact visuel, la façon dont il se tenait les épaules en arrière et le torse ouvert. Posture alpha. La confiance qui vient du fait de ne jamais s'entendre dire non. Félicitations pour les fiançailles, ai-je dit. Merci, mec. Elle est unique. Il a attiré Élodie contre lui, a embrassé le sommet de sa tête. Elle rayonnait. Rayonnait vraiment. Soit elle était une meilleure actrice que je ne le pensais, soit elle avait compartimenté le vol si complètement qu'elle s'était convaincue qu'il n'avait pas eu lieu. Papa était dans le salon en train de regarder le rugby avec le volume coupé. Il a levé les yeux quand je suis entré, a hoché la tête. Julien, bon de te voir. Toi aussi, papa. Nous n'avions pas grand-chose d'autre à nous dire. Ça avait toujours été comme ça. Maman a annoncé l'apéritif. Nous nous sommes réunis dans la salle à manger. La table dressée avec la belle porcelaine, bougies allumées, tout était parfait comme une photo de magazine. Grand-père s'est assis en bout de table, maman et papa de chaque côté, Élodie et Cédric en face de moi. La conversation était agressivement normale. Cédric a parlé d'un récent voyage de golf en Écosse. Élodie a décrit son nouveau poste dans une agence de marketing. Maman a discuté de la sélection actuelle de son club de lecture. Papa est resté silencieux, buvant son vin plus vite qu'il ne semblait raisonnable. J'ai attendu. Finalement, maman s'est levée. J'ai presque oublié. Julien, grand-père voulait que je te donne quelque chose. Elle a disparu dans la cuisine, et est revenue avec une enveloppe blanche, format A4, mon nom écrit sur le devant de son écriture. De la part de grand-père, a-t-elle dit doucement, la pressant dans ma main. Ne mentionne pas le montant. Il est un peu gêné que les temps soient durs cette année. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque. Payé à l'ordre de Julien Mercier. 200 € écrits de l'écriture de ma mère signée avec la signature tremblante de grand-père. La pièce attendait ma réaction. J'ai regardé grand-père. Il me regardait avec cette expression chaleureuse et fière que je connaissais depuis toujours. Merci, ai-je dit. C'est vraiment généreux. Les épaules de maman se sont détendues. Élodie a pris une gorgée de vin. Cédric a vérifié son téléphone. Nous sommes passés au plat principal. Dinde sur un plateau. Accompagnement et plat de service. Tout orchestré comme une publicité. Grand-père découpait pendant que maman dirigeait le trafic, s'assurant que tout le monde avait les bonnes portions. Élodie s'est lancée dans une histoire sur sa retraite bien-être aux Fidji le mois dernier. Les sessions de méditation au lever du soleil étaient absolument transformatrices. J'ai l'impression d'apprendre enfin à être présente, tu sais, à vraiment apprécier le moment. Cédric approuvait de la tête.
Elle est revenue une personne complètement différente, plus centrée, plus elle-même. Je me demandais s'il savait que la retraite avait coûté 14 000 € de mon argent. Probablement. Il semblait être le genre de type qui vérifie les reçus. Maman a croisé mon regard. Julien, tu devrais essayer quelque chose comme ça. Tout se travaille sur ordinateur. Tu as besoin d'apprendre à profiter de la vie. Déconnecter parfois. Je profite très bien de la vie, ai-je dit. Vraiment? Tu travailles toujours. Toujours si sérieux. La vie n'est pas faite que pour chasser des criminels dans le cyberespace. L'ironie était extraordinaire. Papa s'est resservi du vin. 4e verre. Grand-père s'est levé, tapotant son verre d'eau avec une fourchette. J'aimerais porter un toast. La table s'est tue. Je suis un vieil homme, a-t-il commencé. J'ai vécu 87 ans, combattu dans une guerre, construit des ponts qui tiennent toujours debout, élevé une famille. Mais l'une de mes plus grandes joies a été de regarder mes petits-enfants devenir les personnes qu'ils sont censés être. Il a regardé Élodie, puis moi. Élodie, tu as toujours su ce que tu voulais et tu l'as poursuivi. Cette détermination te servira bien dans le mariage et dans la vie. Elle a souri, les larmes aux yeux. Et Julien? Sa voix s'est épaissie d'émotion. Tu as toujours été mon calme, réfléchi, avec des principes. Tu ne prends pas de raccourcis. Tu fais les choses bien, même quand c'est difficile. C'est rare de nos jours. Ma gorge s'est serrée. C'est pourquoi, a-t-il continué, je voulais t'aider à franchir la prochaine étape. Acheter une maison, lancer ta propre boîte si c'est ce que tu veux. Tu l'as mérité, et j'espère que le cadeau que je t'ai fait rendra ce rêve un peu plus facile à atteindre. Il a levé son verre vers moi. Puisses-tu construire quelque chose de durable? Tout le monde a levé son verre. J'ai levé le mien. Merci, grand-père, ai-je dit clairement. Merci beaucoup pour les 200 €. Son sourire a vacillé. La table s'est figée. Quels 200 €, a-t-il demandé. J'ai sorti le chèque de ma poche, je l'ai tenu en l'air. Ce chèque? Celui que maman m'a donné avant le dîner de ta part. 200 €. Le visage de grand-père a changé. La confusion s'est transformée en quelque chose de plus sombre. Béatrice, de quoi parle-t-il? La fourchette de maman a cliqueté contre son assiette. Papa, tu es confus. Tu as dit que les temps étaient durs. Le cadeau que j'ai viré à Julien était d'un demi-million d'euros. Silence. Un silence absolu et écrasant. Le verre de vin de Cédric s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Élodie était devenue complètement blanche. Papa fixait son assiette comme si elle pouvait contenir des réponses. Le visage de maman s'était effondré en quelque chose de désespéré. Papa, tu ne te souviens pas correctement. Maman a réessayé, la voix montant. Tes médicaments? Le docteur a dit que ça pouvait causer de la confusion. Je ne suis pas confus. La voix de grand-père a traversé la pièce comme une lame. J'ai transféré 500 000 € sur le compte de Julien le 14 août. J'ai l'email de confirmation. Je l'ai sauvegardé. Il a sorti son téléphone avec des mains tremblantes, a commencé à faire défiler. Maman s'est levée. Papa, s'il te plaît. Parlons de ça en privé. Tu t'énerves. Montre-moi le compte, Julien. Grand-père a dit, l'ignorant. Ouvre-le tout de suite. J'avais déjà sorti mon ordinateur de mon sac. Je l'ai ouvert. L'écran brillait en bleu dans la pièce éclairée aux bougies. J'ai affiché le relevé bancaire, tourné l'ordinateur pour que grand-père puisse voir. 14 août, virement entrant, 500 000 €. 15 août, virement sortant 499 800 €. Solde actuel 2347 €. Grand-père fixait l'écran. Sa main est allée à sa poitrine. Pendant un horrible moment, j'ai cru qu'il faisait une crise cardiaque. Où est-ce passé, a-t-il chuchoté. J'ai regardé Élodie. Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage, le mascara commençant à couler. Cédric avait sa main sur son épaule, mais il avait l'air prêt à déguerpir. C'est ce que j'aimerais savoir aussi, grand-père, ai-je dit calmement. Maman était toujours debout, les mains serrées sur ses côtés. C'est une affaire de famille.
On peut en discuter plus tard en privé. Non. J'ai ouvert le dossier sur mon bureau. On en discute maintenant. J'ai sorti le projecteur portable, les posé sur la table, poussé la purée et la farce pour faire de la place, les brancher à mon ordinateur. Le mur blanc derrière grand-père s'est illuminé avec ma première diapositive. Opportunité d'investissement familial. Une étude de cas sur la fraude bancaire. Le verre de vin de papa a glissé de sa main. Le vin rouge s'est répandu sur la nappe blanche comme du sang. Des gens ont commencé à se lever. Oncle Marc et tante Jennifer, qui étaient restés silencieux dans le coin, ma cousine Stéphanie et son mari. Ils ont reculé lentement puis plus vite. On devrait y aller, a marmonné tante Jennifer. C'est entre la famille proche. Ils sont partis, sont juste sortis. La porte d'entrée s'est ouverte et fermée 3 fois. Des moteurs de voiture ont démarré. Une fois le tumulte retombé, nous n'étions plus que 6. Grand-père, maman, papa, Élodie, Cédric et moi. Je suis passé à la diapositive suivante. Les relevés de transfert bancaire agrandis pour être lus de l'autre bout de la pièce. 14 août, grand-père initie un virement de 500 000 € comme cadeau pour moi. 15 août, quelqu'un avec accès au compte joint transfère 499 800 € vers un compte externe appartenant à Cédric de Valmont. Cédric Sérédi. Diapositive suivante. Les posts Instagram d'Élodie datés et horodatés. 16 août, ma sœur poste depuis les Maldives. 2 billets première classe de Paris à Malais achetés le 14 août. Coût 18 400 €. Élodie a émis un son comme un animal blessé. Diapositive suivante. La bague de fiançailles. Zoomé. 20 août. Annonce des fiançailles. Bague achetée chez Cartier Place Vendôme. 19 août. Coût 32 750 €. Cédric s'est levé. Je n'ai pas à rester assis là et écouter ça. Assis-toi, a dit grand-père. Sa voix était calme, mais elle portait du poids. Cédric s'est assis. Je suis passé à la diapositive suivante. La fausse procuration avec la signature surlignée. Ce document a été déposé à la banque le 10 août accordant à Béatrice Mercier procuration sur le compte joint. La signature est une falsification. Notez les incohérences de pression du stylo ici, ici et ici. J'ai utilisé un pointeur laser. La forme des lettres correspond à l'écriture de ma mère, pas à la mienne. Maman pleurait maintenant aussi, mais c'était des larmes de colère. Tu ne comprends pas ce qu'on a traversé. Les factures médicales de l'opération de ton père. L'opération de papa était couverte par la mutuelle, ai-je dit. J'ai vérifié, le crédit de la maison est à jour. J'ai tiré les dossiers. Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits. Tu m'as volé. Diapositive suivante. Fichier audio. Ceci est un message vocal laissé par Béatrice Mercier le 28 août à Maître Arthur Pétillon, avocat. Je l'ai obtenu par une procédure légale après avoir déposé une plainte pour fraude. J'ai cliqué sur lecture. La voix de maman a rempli la pièce. Arthur, on a déjà dépensé le premier versement. Si Julien découvre, il va devenir fou. On a besoin de couvrir ça. Peux-tu nous aider à créer une sorte de, je ne sais pas, explication légitime? Peut-être un accord de prêt ou quelque chose. La réponse d'Arthur Pétillon, Béatrice, c'est une fraude. Je ne serai pas partie prenante. Vous devez dire la vérité à Julien avant que ça n'empire. La voix de maman à nouveau, tu ne comprends pas. Élodie avait besoin d'eux. Le fichier s'est terminé. Le visage de maman était la dévastation pure. J'essayais d'aider ta sœur avec mon argent. Tu as un bon travail. Tu n'as pas besoin d'eux. Ce n'est pas la question. Les mots sont sortis plus durs que je ne l'avais prévu. La question est que grand-père m'a fait un cadeau qui change une vie. Et tu l'as volé avant même que je sache qu'il existait. Tu as falsifié des documents légaux. Tu lui as menti. Tu m'as menti. Et tu m'as donné un chèque de 200 € comme si c'était un geste généreux alors que tu avais déjà tout pris. Élodie sanglotait ouvertement maintenant. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'avais juste besoin. Le mariage est dans 6 mois.
Et Cédric a dit qu'on devait faire bonne impression et j'ai paniqué. Alors tu m'as volé. Ce n'était pas comme ça. C'était comment alors, Élodie? Explique-moi. Elle ne pouvait pas. Cédric s'est levé à nouveau, cette fois avec détermination. Oublie mon numéro, a-t-il dit à Élodie. Tout ça. Cette famille, ce drame, peu importe ce que c'est, je ne fais pas ça. Il est sorti. La porte d'entrée a claqué. Élodie a crié après lui. Vraiment crié. Puis elle s'est tournée vers moi. Mascara coulant, visage bouffi. Tu viens de détruire ma vie entière. Tu l'as détruite toi-même quand tu as choisi de voler. Je te hais. Elle a attrapé son manteau, son sac. Je te hais tellement. Elle est partie aussi. Sa voiture a vrombé dans l'allée, pneus crissant alors qu'elle partait. Papa est resté immobile à travers tout ça, fixant la tache de vin s'étendant sur la nappe. Finalement, il s'est levé. Je vais me coucher, a-t-il dit à personne en particulier. Il est monté à l'étage. Nous avons entendu la porte de sa chambre se fermer. 3 d'entre nous restaient maintenant. Moi, maman et grand-père. Maman tremblait. Elle s'est effondrée sur une chaise, les mains couvrant son visage. Je pensais que ça irait. Je pensais que tu ne découvrirais jamais. Je pensais. Tu pensais mal. Grand-père s'est levé. Ses mains étaient stables maintenant, le visage figé dans une expression que je n'avais jamais vue. Chagrin, trahison, colère. Il a sorti son téléphone. Maman a attrapé son bras. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pense à la famille. Pense à l'avenir d'Élodie. Pense à... J'y pense, a-t-il dit doucement. Je pense à comment je t'ai fait confiance. Comment je t'ai appelé avant de faire le virement. Dis que je voulais aider Julien. Demander de t'assurer qu'il savait que ça venait de moi, que ça venait avec amour, et tu as pris cette confiance et l'as transformée en vol. Papa, il s'est dégagé d'elle, a composé le 17. Maman s'est effondrée à genoux, vraiment effondrée, mains jointes comme en prière. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis ta fille. J'ai fait une erreur. S'il te plaît. Ici Henri de Montmirail au 847 allée des Érables à Versailles, a dit grand-père dans le téléphone. Je dois signaler un vol. Maman a commencé à sangloter. Le genre de pleurs qui ressemble à une brisure. La police est arrivée 18 minutes plus tard. 2 officiers, un plus âgé, un plus jeune. Capitaine Martin et lieutenant Kim. J'avais déjà préparé un dossier pour eux. Toutes les preuves organisées chronologiquement. Ils se sont assis à la table de la salle à manger, la dinde froide maintenant, les bougies consumées, et ont tout passé en revue méthodiquement. Monsieur de Montmirail, a dit le capitaine Martin à grand-père, voulez-vous porter plainte? Oui. Êtes-vous certain? C'est votre fille. Je suis certain. Il m'a regardé. Et vous, monsieur Mercier? Julien, veux-tu poursuivre? J'ai pensé aux cris d'Élodie, aux sanglots de maman, à la façon dont papa était juste parti. J'ai pensé au départ dédaigneux de Cédric, aux fêtes gâchées et à la famille fracturée, et à toutes les années de repas de Noël qui n'arriveraient jamais plus. Puis j'ai pensé au visage de grand-père quand il avait porté ce toast. La fierté, l'amour, la façon dont il avait économisé pendant des années pour pouvoir donner à ses petits-enfants quelque chose de significatif. Oui, ai-je dit. Je veux poursuivre. Le lieutenant qui m'a pris des notes. Nous aurons besoin que vous veniez tous les deux au commissariat demain pour déposer vos plaintes officielles. Nous devrons également coordonner avec la banque et possiblement la brigade financière étant donné qu'il s'agit d'une fraude bancaire importante. Maman a levé les yeux, le visage bouffi et enflé. Brigade financière? C'est un crime fédéral, madame. Enfin, un délit grave. Elle a semblé se replier sur elle-même. Les officiers sont partis vers 23 heures. Maman avait bougé vers le canapé, recroquevillée comme une enfant. J'ai remballé mon projecteur, mon ordinateur, mes dossiers de preuves. Grand-père m'a raccompagné à la porte. Ça va, je lui ai demandé. Il a souri tristement. Hier soir avant que tu arrives, ta mère m'a dit qu'elle t'avait donné mon chèque. Elle a dit que tu l'avais remercié.
Dis que tu étais reconnaissant que les choses ne soient pas aussi difficiles que tu le craignais. Dis que les 200 € aideraient vraiment pour ton loyer. La manipulation était époustouflante. Et je l'ai cru, a-t-il continué. Parce que pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'est ma fille. Je l'ai élevée. Je pensais la connaître. Je suis désolé, grand-père. Ne le sois pas. Tu as fait la bonne chose. C'est son choix de vivre avec. Il a mis une main sur mon épaule. La même main qui m'avait appris à lasser mes chaussures, à lancer une ligne de pêche, à serrer la main fermement et à regarder les gens dans les yeux. Quand tu as appelé et m'as remercié pour les 200 € au dîner, a-t-il dit doucement, j'ai failli laisser passer, failli me convaincre que j'étais confus. Ma mémoire était défaillante. Peut-être que je n'avais pas vraiment envoyé le montant total parce que c'était plus facile que de croire que ma propre fille ferait ça. Il a marqué une pause. Mais ensuite j'ai regardé ton visage et j'ai su que tu me donnais la chance de voir, de vraiment voir ce qu'ils avaient fait. Tu me protégeais de vivre le reste de ma vie comme leur idiot. Ma gorge était serrée. Hier soir tu m'as remercié pour 200 €, a-t-il dit. Ce soir tu as prouvé que tu valais plus que n'importe quel montant que je pourrais jamais te virer. Je l'ai étreint avec précaution parce qu'il était fragile et avait 87 ans et était la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Je t'aime, grand-père. Je t'aime aussi, Julien. Maintenant rentre. Dors un peu. J'ai conduit jusqu'à mon hôtel sous la pluie de décembre. Vérifiez mon téléphone à un feu rouge. 17 appels manqués d'Élodie, 6 de maman, 4 messages vocaux que je n'ai pas écoutés. J'ai bloqué leur numéro. Le lendemain matin, grand-père et moi sommes allés au commissariat de Versailles, avons déposé les plaintes formelles, signé les dépositions. L'enquêteur nous a dit que l'affaire prendrait des mois à monter, mais c'est du solide, a-t-il dit. Abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie. Les preuves que vous avez compilées sont meilleures que la plupart de ce que nous voyons d'enquêteurs professionnels. Je suis un enquêteur professionnel, ai-je dit. Juste habituellement pour des entreprises, pas la famille. Qu'est-ce que ça fait, a-t-il demandé. De s'en prendre à sa propre famille. J'y ai pensé comme à la justice. Les retombées ont été immédiates et complètes. Dès lundi, l'histoire avait fuité dans les médias locaux, probablement via le rapport de police ou peut-être via l'un des proches qui avait assisté à la confrontation. Un repas de Noël familial fini en accusation de vol titrait le journal local. L'employeur d'Élodie, une agence de marketing boutique qui se targuait de construire des marques éthiques, l'a licenciée le mardi. Je le sais parce qu'elle m'a laissé un message vocal en hurlant à ce sujet. Je n'ai pas tout écouté. La paroisse de mes parents, où ils étaient membres depuis 32 ans, leur a demandé de se retirer de leur position bénévole au comité de collecte de fonds. Trop d'attention négative n'était la raison officielle. Cédric de Valmont a changé son statut LinkedIn en célibataire et a supprimé toutes les photos d'Élodie. Le site web de son entreprise a retiré sa bio pendant une semaine, puis l'a réintégré sans mention de sa vie personnelle. L'enquête bancaire a révélé que Maître Pétillon, l'avocat que maman avait appelé, avait en fait signalé la conversation au bâtonnier. Il y avait une trace écrite montrant qu'il avait essayé de la dissuader. Ce témoignage a aidé à établir l'intention. En janvier, les accusations formelles sont tombées. Béatrice Mercier, escroquerie, faux et usage de faux. Élodie Mercier, recel d'escroquerie, complicité. J'ai fait une déposition de 4 heures expliquant chaque pièce à conviction. Le procureur m'a dit que c'était l'un des cas de fraude les plus propres qu'elle ait vus. La plupart des familles qui se volent entre elles le cachent mieux, a-t-elle dit. Ou la victime n'a pas les compétences pour le documenter aussi minutieusement. Vous avez pratiquement monté tout notre dossier pour nous. Le procès a eu lieu en août. L'avocat de maman a essayé de négocier. J'ai refusé de participer à tout accord qui n'incluait pas de prison ferme ou au moins un sursis probatoire lourd. Grand-père m'a soutenu. Au final, maman a plaidé coupable pour des charges réduites, condamnation, 18 mois de prison avec sursis, mise à l'épreuve de 3 ans, remboursement intégral des 499 800 € plus intérêts et pénalités. Élodie a plaidé coupable de complicité et a pris 12 mois avec sursis et a reçu l'ordre de rendre la bague de fiançailles. Elle avait été vendue par Cédric la semaine après Noël. Elle a dû la racheter aux enchères pour 28 000 € qu'elle n'avait pas. Elle a emprunté l'argent à une tante. La bague a ensuite été vendue sur direction du tribunal avec les profits allant vers le remboursement.
Cédric de Valmont n'a jamais été inculpé. Les procureurs n'ont pas pu prouver qu'il savait que l'argent était volé, bien que tout le monde impliqué supposait qu'il le savait. Il a déménagé à Bordeaux 6 mois plus tard. Papa a demandé le divorce en février. Il a cité des différences irréconciliables et les actions criminelles de son épouse. La procédure a été rapide et laide. Il a eu la maison. Maman n'a rien eu. Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis ce Noël. Bloqué leur numéro, bloqué leurs emails, bloqué sur chaque plateforme. Mon père a essayé de me joindre 2 fois par des intermédiaires, une fois par grand-père, une fois par ma cousine Stéphanie. Les 2 fois j'ai décliné. Je ne voulais pas de réconciliation. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais qu'ils comprennent que les actions ont des conséquences. Que la trahison détruit la confiance et que la confiance, une fois détruite, ne peut jamais être reconstruite. Grand-père et moi dînons 1 fois par mois maintenant, généralement en appel vidéo puisque Lyon-Versailles est un long voyage. Parfois je prends le train pour visiter. Nous ne parlons pas de maman ou Élodie. Nous parlons de ses cartes, de ses histoires de carrière, de mon travail, de ma vie. En mars, il a ouvert un nouveau compte, transféré un autre 500 000 €. Cette fois, c'était accompagné d'une lettre. Julien, c'est le cadeau que j'ai toujours eu l'intention de te donner. Utilise-le pour acheter une maison, lancer une entreprise, construire quelque chose qui compte. Je sais que tu le feras bien. Ta mère m'a demandé de faire quelque chose de mal, et j'ai été assez fou pour lui faire confiance. Tu m'as montré la vérité même quand ça faisait mal. C'est la marque d'une vraie intégrité. Avec amour, grand-père. J'ai acheté une maison. Une belle maison de ville dans un bon quartier de Lyon, à distance de marche du parc de la Tête d'Or. J'ai un bureau à domicile maintenant, un espace de travail approprié pour mes enquêtes. Parfois je pense à lancer ma propre boîte, mais Sentinel Tech me traite bien, et j'aime le travail. La 2e chambre est pour grand-père pour quand il vient. La 3e est vide. Peut-être qu'un jour elle ne le sera plus. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'Élodie, manuscrite, 8 pages, arrivant dans une enveloppe simple sans adresse de retour. Ça commençait par « Julien, je sais que tu vas probablement jeter ça sans le lire, mais je dois essayer. » Ce que j'ai fait était impardonnable. J'étais égoïste et désespéré, et je ne pensais pas à ce que je te volais au-delà de juste l'argent. J'ai lu la chose entière, puis je l'ai passée dans mon broyeur, regardant ces mots se transformer en confetti. Certaines personnes pensent que le pardon est noble. Peut-être que ça l'est, mais je ne suis pas intéressé par le fait d'être noble. Je suis intéressé par le fait d'être entier. Et l'intégrité pour moi signifiait couper les ponts avec les gens qui ont essayé de me dépecer et de vendre les morceaux.